Bonjour, aujourd'hui on va parler des cardinaux infinis, le cardinal de n et le cardinal de r, qui sont les premiers cardinaux infinis que l'on a en tête. Le cardinal de n, qu'on appelle Aleph 0, hein, c'est quand même un cardinal bien connu pour être parmi les cardinaux infinis le plus petit, hein, pour l'injection en quelque sorte, des cardinaux infinis. Bon, il doit se la péter quand même, hein. Bon, sa mère, elle peut être fière de lui, mais il est quand même infini, mais le plus petit, et c'est pour ça que on a l'impression qu'on peut l'atteindre, et c'est ce qu'on appelle l'infini dénombrable. Bon, très bien. On va voir que, finalement, les ensembles en bijection avec n, eh bien, il y en a quand même pas mal, et on a n2, c'est-à-dire n, le produit cartésien n croix n puissance k, z, q, et dénombrable aussi, et les parties finies de n. Voilà, ça c'est pour les représentants classiques, on va dire, du cardinal dénombrable à l'aide 0, ou voilà, du cardinal de n. On va voir aussi les ensembles en bijection avec r. Donc on ne va pas parler de l'hypothèse du continu, mais disons que dans notre imaginaire, le cardinal suivant, c'est le cardinal de R. Voilà. Et quels sont les ensembles en bijection avec R? Eh bien, l'intervalle ouvert 0,1 réel, l'intervalle fermé 0,1 réel, de toute façon en ajoutant 0 et 1, on se doute bien que ça ne va pas faire grand-chose. 0,1 puissance n. Bon, ça c'est intéressant. Celui-ci, il est très accessible en fait. Ça va être quelque chose de plus facile à atteindre quand on va vouloir créer des bijections, des injections, etc. que le reste. P de n, donc cette fois-ci l'ensemble des parties de n. Donc ici c'était l'ensemble des parties finies, et là c'est l'ensemble des parties tout court de n. N puissance n, donc toutes les suites à valeur dans n. R puissance n, donc c'est peut-être un peu plus délicat, parce que ici on voyait bien que on avait n2, nk, mais on n'avait pas n puissance n dans la team, quoi, en quelque sorte. Mais ici, R puissance n reste en bijection, c'est-à-dire équipotent, on dit équipotent à R. Bien. Et puis, curieusement, finalement, toutes les courbes planes qu'on peut créer continuent. Donc, l'ensemble des applications continues de R dans R, eh bien, c'est encore en bijection avec R. Voilà. Alors, rappel. D'abord, pourquoi ces deux classes sont disjointes? C'est parce que N, qui fait partie de la première classe, n'est pas en bijection avec P de n, qui fait partie de la deuxième classe. Et ça, c'est le théorème de Cantor. Alors, c'est un théorème, je vous conseille de regarder la preuve. C'est une preuve du troisième type, où on imagine une bijection entre les deux, et on crée une contradiction avec l'ensemble des A, tels que A appartient à F de A, si F est la bijection, et l'ensemble des A, tels que A n'appartient pas à F de A, et on crée une contradiction en considérant que c'est une partie, et en regardant quelle est l'image réciproque de cette partie. C'est vraiment quelque chose de très joli, et puis c'est la base des... comment dire, des paradoxes de type Russell ou des choses comme ça. Donc il faut bien connaître cette preuve, mais j'en parlerai pas. Juste, de toute façon, je vais m'en servir uniquement pour dire que ces deux classes sont disjointes. Et puis il y a le théorème de Cantor-Bernstein, dont j'ai donné la preuve récemment en vidéo, et que je trouve en fait beaucoup plus classique que la preuve ici de Cantor. Hein. Elle sent moins la solitude, en quelque sorte. Cette preuve, elle nous fait pleurer, quoi. On sent la solitude de Cantor dans cette histoire, quoi. À quel point il a été
quelqu'un pas très reconnu en son temps. Et là, bon, bah, Cantor-Bernstein est beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans nos habitudes de preuve, avec un théorème du point fixe, bon, des trucs assez classiques. Et qu'est-ce qu'il dit, ce théorème? Ben que si E s'injecte dans F et F s'injecte dans E, alors E et F sont en bijection. Bon, bien sûr, la réciproque est évidente, mais dans ce sens-là, c'est très très pratique pour notre affaire, parce que ça veut dire que si on veut montrer que deux ensembles sont en bijection, comme ici, il suffit d'exhiber une injection et une autre injection. Et c'est beaucoup plus facile qu'exhiber une bijection. Par exemple, N et N2, bah, évidemment qu'on a une injection entre N et N2. Bah oui, de toute façon, à chaque fois, on aura ces deux ensembles E et F, dont on voudra montrer qu'ils sont en bijection. Ça va être toute l'histoire de cette vidéo. Et on aura toujours, presque toujours, une injection évidente. D'accord? Donc il suffira de trouver l'autre injection et ça assurera la bijection. Voilà, on va attaquer un petit peu d'abord notre bon vieil Alebzéen. Alors allons-y pour tous ces ensembles en bijection avec N. Donc on va utiliser à fond le théorème de Cantor-Bernstein. Regardez par exemple N et N2. Donc j'ai toujours une inégalité évidente. N s'injecte dans N2. Vous n'avez qu'à prendre petit n donne le couple N0. Bon, c'est évident que c'est une injection. Bien. Donc il suffit de démontrer que N2 s'injecte dans N. Et là c'est facile. Le couple PQ, on va lui associer 2 puissance P fois 3 puissance Q. C'est bien dans N et c'est bien injectif, d'accord, d'après le théorème fondamental de l'arithmétique. D'accord, 2 et 3 sont premiers. On a une unique décomposition en nombre premier. Bien. Donc du coup, N2 et N, par le théorème de Cantor-Bernstein, donc vont être en double inégalité, donc il va y avoir égalité des cardinaux, et donc ça veut dire que N2 est en bijection avec N. Donc si vous prenez N3, il est égal à N2 croix N, le produit cartésien, donc finalement, via la bijection entre N2 et N, qu'on a démontré, on va obtenir ici une bijection entre N2 croix N et N croix N. Mais N croix N est en bijection avec N, donc N3 est en bijection avec N. Voilà, donc vous avez N3, et par récurrence, vous voyez bien que NK est en bijection avec N, quel que soit K, dans N étoile. Bien. Maintenant, Z. Alors Z, oui, vous avez N qui s'injecte de façon triviale, donc c'est une injection canonique, on va dire, dans Z. Maintenant, est-ce que Z s'injecte dans N? Ben oui, puisqu'il s'injecte dans N2. Vous avez, bon, l'application la plus célèbre d'injection de Z dans N2, c'est N donne N0, si N est positif, et 0N si N est négatif. Donc ça nous fait bien une injection. Alors cette injection, je le rappelle, elle est à la base de la construction elle-même de Z, puisque les éléments de Z sont construits, en tout cas de façon classique, comme des classes d'équivalence dans N2 pour une certaine relation que vous pouvez imaginer. Et donc on a Z qui s'injecte dans N2 maintenant. Donc comme N2 est en bijection avec N, via cette bijection, ça va nous donner une injection de Z dans N. Et voilà, on n'a pas besoin de plus, si le théorème encore de Cantor-Bernstein, pour conclure que Z et N sont en bijection. Maintenant, Q et N, en fait, on va injecter N dans Q, toujours pareil, hein, dans ce sens-là, c'est pas un problème. Maintenant, on va injecter Q dans N. Eh bien, je vais déjà l'injecter dans Z croix N. Donc un rationnel, je vais lui associer le couple PQ, où P et Q sont premiers entre eux, avec P dans Z et Q dans N étoile. Donc il est bien connu qu'il y a une unique écriture de R sous cette forme-là, donc c'est bien défini. Et puis, évidemment, c'est injectif, puisque R, on le retrouve à partir de
P sur Q. Donc on a une injection dans Z croix N. Comme Z est en bijection avec N, ben, j'ai une injection de Q dans N croix N, mais N2 est en bijection avec N, donc j'ai une injection de Q dans N. Voilà. Et puis maintenant les parties finies. Ben, les parties finies de N, bon alors bien sûr, hein, N s'injecte dans l'ensemble des parties finies, ben, vous prenez un élément N et vous lui associez juste le singleton N, ça fait une partie finie, et donc et ça crée une injection comme ça. Et bien là, vous avez les parties finies de N qui s'injectent dans N. Ben oui, parce que prenez une partie A et la partie est finie, ça c'est important, parce que vous allez voir que si elle n'est pas finie, ça c'est une autre paire de manches. Ici, vous avez A, on lui associe la somme des deux puissances K quand K appartient à A. C'est bien défini, c'est bien dans N, c'est bien défini parce que A est fini, justement, et c'est injectif parce que on a unicité de la décomposition d'un nombre naturel en base 2. Voilà. Donc, c'est tout. Hein. C'était pas difficile. Bon, les ensembles en bijection avec R, c'est une difficulté un petit peu plus demandeuse, mais bon, vous allez voir que ça se fait très bien. Allez, on commence. Alors, allons-y pour R. Vous allez voir, c'est un petit peu plus technique. D'abord, bon, on va pas toujours utiliser le théorème de Cantor-Bernstein, là, parce que, par exemple, R est l'ouvert 0,1, on a carrément une application, une bijection continue, hein, une vie continue, entre, par exemple, moins pi sur 2, l'intervalle ouvert, et R, donc évidemment, on pense à la fonction tangente, et entre l'ouvert 0,1 et moins pi sur 2 ouvert, évidemment, on a l'application affine, x donne pi x moins pi sur 2. Voilà. Donc ça nous fait une bijection hein, directement en composant les deux entre 0,1 comme ça et R. Maintenant, entre 0,1 ouvert et 0,1, on se doute qu'il va y avoir une bijection puisqu'on ne fait que rajouter deux éléments, donc c'est pas vraiment compliqué, mais qu'elle ne va pas être continue. Donc ça va être peut-être plus difficile à construire. Bon, j'ai pas envie de m'embêter, je vais utiliser le théorème de Cantor-Bernstein. Il y a évidemment une injection, l'injection naturelle, l'injection canonique de 0,1 ouvert dans 0,1 fermé. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver une injection du second vers le premier. Et évidemment, je prends x donne, je n'ai pas eu d'imagination sur ce coup-là, x sur 3 plus 1 tiers. Bon, voilà. Donc effectivement, ça, c'est bien injectif. Ça a bien pour image, ça va avoir pour image 1 tiers, 2 tiers, fermé, qui est bien inclus dans l'ouvert 0,1. Donc on a une injection, il n'y a pas de souci. On va avoir une bijection ici. Bon, alors maintenant le reste, c'est un peu le bestiaire, d'accord. On va faire le lien d'abord entre l'ouvert 0,1 et n puissance n. Alors ça va dans les deux sens. Là, j'ai pas d'injection vraiment canonique. Bon, donc on va aller dans les deux sens. Dans le sens 0,1 vers n puissance n, je vais regarder x donne 0, d1, d2, etc., dn, qui vont être finalement l'écriture de x dans la base que vous préférez. On va partir sur la base 10 pour ne pas se fâcher avec qui que ce soit. Encore qu'on va se fâcher avec les binaires, bon, ben voilà, ils comprendront. Attention, c'est pas clairement défini. Il faut, par exemple, si à un moment, vous avez, par exemple, je sais pas moi, 0,5, vous pouvez l'écrire aussi 0, 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, etc. Une infinité de 9, évidemment. Comme il y a une infinité de 9, la différence entre 0,5 et ce nombre, c'est nul. D'accord? Donc les deux nombres sont égaux. Donc il faut avoir une écriture décimale qui peut être possiblement infinie, évidemment, mais il y a quand même une unique écriture décimale qui évite l'infinité de 9 à la fin de l'écriture. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, c'est bien défini et c'est évidemment injectif. Hein.
Bon, alors maintenant, on va injecter l'ensemble des suites à valeur de n dans l'ouvert 0,1. Bon. En fait, je vais l'injecter, ce qui revient au même, dans le fermé, comme ceci, 0,1, qui est en bijection, d'après ce qui précède, avec l'ouvert 0,1. Bien. Regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre AN, la suite AN, et je vais lui associer, bon, on peut imaginer une écriture binaire, là, ici, hein, très bien, comme ça tout le monde est content, 0, je vais mettre A0 fois le nombre 1 de suite, puis ensuite je vais intercaler un 0. Bon, vous voyez que j'intercale toujours un 0, je veux éviter d'avoir que des 1, d'accord, parce que c'est quand même une écriture qui pose un problème. Donc ici je mets un 0, et là je vais mettre que des 1, puis un 0, puis que des 1, et là, ici j'en mets A0, là j'en mets A1, là j'en mets A2. Évidemment, comme cet élément est complètement déterminé par son écriture en binaire, je peux retrouver A0, A1, A2, etc. à partir de cette écriture-là, ce qui veut dire que c'est bien une injection. Bon, que dire de plus? Cantor-Bernstein, voilà, et double injection égale bijection. Très bien. Alors maintenant, qui c'est qui est au club? Donc il y a lui qui est dans le club de R, lui qui est dans le club de R, et lui qui est dans le club de R. Bon, maintenant, vous allez voir qu'avec ça, on va tout faire. Alors, lui, je l'aime bien. Hein. Celui-ci, on l'aime bien. C'est peut-être l'ensemble équipotent à R le plus pratique. Celui qui fait le moins peur, on va dire. Et P de N est en bijection avec lui. Alors là, la bijection, on n'a pas besoin de Cantor-Bernstein. On a directement une bijection. Si on a une partie de N, on lui associe la suite petit ai de A, si vous voulez, où petit ai, c'est delta i A, c'est-à-dire 0 si i n'appartient pas à A, et 1 si i appartient à A. Il est évident que ça fait une suite à valeur dans 0,1, et que à partir de cette suite, on retrouve l'ensemble A, puisque partout où il y aura des 0, c'est que i n'y appartient pas, et partout où il y a des 1, c'est que i y appartient, et donc on reconstitue l'ensemble A, donc la partie de n, associée à la suite. Donc ça, c'est une bijection directe. Maintenant, j'ai plus qu'à connecter, d'accord, n puissance n et 0,1 puissance n. Alors il est évident que 0,1, puisqu'il s'injecte dans n, 0,1 puissance n s'injecte dans n puissance n. Ça, c'est une évidence. Mais maintenant, on veut l'injection inverse. Alors, on va prendre une suite à valeur dans AN, et pareil, on va créer une suite avec A0 fois A1, on intercale un 0, A1 fois A1, on intercale un 0, etc., etc. Ça fait une suite. Il suffit de compter maintenant les premiers 1 pour avoir A0, et ensuite sauter le 0, regarder les 1 suivants, les compter, et ça nous donne un 1, etc. Donc on a bien une injection. Donc ça fait que maintenant, au club de R, il y a 0,1 ouvert, 0,1 fermé, 0,1 puissance n, P de n et n puissance n. Maintenant, on va voir Rn, et ensuite on verra les applications continues, c'est pas plus difficile que Rn finalement. Et là, il y a quand même une technique un peu spéciale, regardez. Rn est en bijection, comme R est en bijection avec 0,1 puissance n, Rn est en bijection avec 0,1 puissance n, le tout puissance n. Bon, c'est évident. Dès qu'on a une application de n dans R, grâce à la bijection qu'on a obtenue via Cantor-Bernstein, évidemment, entre R et 0,1 puissance n, ça nous donne une application de n dans 0,1 puissance n. Et c'est bijectif. Mais maintenant, oui, regardez, exactement comme les puissances de puissance, ça nous fait des puissances de produit de ces deux puissances, vous avez 0,1 puissance n qui est en bijection avec 0,1 puissance n2. Oui, ça se construit très facilement. Là, ça veut dire que
j'ai une application qui a petit n dans grand N, associe f indice n, qui est une application de n dans 0,1. Et ben, je vais construire une application de n2 dans 0,1 à partir de cette application-là. Ben oui, au couple nm, je lui associe f indice n, donc qui est défini là, de m, c'est-à-dire un élément de 0,1. Donc ça nous fait bien, et on arrive à retrouver l'un avec l'autre, l'autre avec l'un, c'est bien une bijection. Donc je trouve ça assez instructif de voir que le côté x puissance a puissance b égale x puissance ab se retrouve dans la théorie des ensembles et l'écriture qu'on a eue des applications qui consistent à mettre l'ensemble des parts ici en puissance. C'est vraiment une expérience intéressante, ce truc-là. D'ailleurs, qu'on revoit quand, à partir d'une forme bilinéaire, on crée une application linéaire entre l'espace et son dual, et inversement. Donc ça, pour ceux qui connaissent les formes bilinéaires, c'est exactement le même principe. Donc maintenant, comme n2 est en bijection avec n, se donner une application de n2 dans 0,1, ça revient à se donner, via cette bijection, une application de n dans 0,1, et là maintenant on retrouve R. Donc vous voyez que Rn est en bijection avec R, alors que n puissance n n'était pas en bijection avec n. On l'a vu au moment où on a intégré dans l'équipe P puissance n, et qu'on applique Cantor, d'accord, le théorème de Cantor, qui dit que ça et ça ne peut pas être en bijection. Voilà, donc ces deux classes, là pour l'instant, elles sont bien distinctes, bien disjointes, et maintenant, on va regarder les fonctions continues de R dans R. Vous allez voir, c'est instructif encore une fois. Voilà, alors je vais démontrer que cet ensemble, donc l'ensemble des fonctions continues de R dans R, est en bijection avec R. Alors attention, le côté continu est important, parce que si ce n'était pas continu, là on passerait dans une autre classe. Mais regardez, vous avez R qui évidemment s'injecte dans C0 R. Ok, bah oui, parce que vous prenez ici, dès que vous avez un réel, vous avez la fonction constante égale à ce réel. Ok, pas de souci, elle est continue, elle va de R dans R. Maintenant, on va injecter ça dans R. D'abord, le truc fondamental, et c'est là où on utilise la continuité, c'est que C0 de R dans R s'injecte dans R puissance Q, c'est-à-dire dans l'ensemble des applications de Q dans R. Pourquoi ? S'injecter, ça veut dire que si je regarde l'image de cette fonction, qui est juste la restriction, d'accord ? Donc ça, c'est l'application qui a une fonction continue, donne sa restriction à Q, qui devient une application de Q dans R. Eh bien, j'affirme que la fonction peut être retrouvée à l'aide de cette restriction. C'est ça l'injectivité. Ben oui, si j'appelle G la restriction de f à q, vous comprenez bien que f de x par continuité, c'est la limite de g de y quand y tend vers x. Alors y appartenant à q, mais comme q est dans R, on peut toujours faire tendre, pour n'importe quel x, y vers x et avoir cette formule-là par continuité, et donc ça nous fait qu'on a R puissance Q. Mais maintenant, les applications de Q vers R, comme Q est en bijection avec N, ça revient à dire qu'il y a une bijection entre ces applications-là, et les applications de N dans R, et les applications de N dans R, c'est en bijection, c'est R puissance N, on vient de voir que c'était en bijection avec R. Donc, on a une injection de là vers là, et avec le théorème de Cantor-Bernstein, on a la bijection. Voilà, on arrête là, et là maintenant on pense à autre chose parce que ça rend fou ça.